Je ne serai pas très long, mais notre hôte sera peut-être un peu plus. Donc je vais être bref. D'abord, je vous souhaite la bienvenue dans ce musée. Je ne pense pas que vous allez me contredire si je dis dans ce beau musée. Je pense qu'il fait assez bien l'unanimité et c'est un réel bonheur à ce moment-là de vous le montrer, de vous le faire partager. Lors de l'inauguration en avril, j'avais utilisé une métaphore qui a été gentiment reprise par notre journaliste accrédité avec l'avenir, mais qui est venu ce matin, mais malheureusement qui ne sera pas là ce soir. C'était la métaphore de la Belle au bois dormant, la Belle endormie. Ce musée ayant été fermé pendant 5 ans, mais ce qui n'a pas empêché à notre conservateur et ses équipes de travailler énormément sur le sujet. La Belle endormie qui est maintenant réveillée par les baisers que tous les princes charmants, les princesses charmantes que vous êtes, sont venus lui apporter. Eh bien, je vais utiliser une autre métaphore ce soir, si vous me le permettez. Je vais parler du bébé. Voilà donc 7-8 mois que ce musée est ouvert. Et un bébé, vous allez peut-être me contredire, mais moi j'en connais qui commencent à faire leurs dents à 7-8 mois. Eh bien, le musée est en train de faire ses dents. Il est en train de croquer presque à pleines dents, de plus en plus, la vie culturelle namuroise. Et donc, ceci est une illustration de ce qu'un musée peut faire, c'est-à-dire une exposition temporaire qui va vous montrer une collection unique au monde. Une collection de Patrick Claes, qui avait déjà eu la gentillesse d'initier une collection très particulière pour l'inauguration, qui était une collection des masques malades de la tribu Pendé, si je ne me trompe, collection qui était aussi ce qu'on peut trouver de plus beau au monde pour les masques Pendé, les masques malades. Aujourd'hui, c'est la collection des masques Lois-Lois. J'y arriverai, vous aurez plus de détails tout à l'heure. Vous les avez déjà aperçus. Ce sont des masques, vous n'allez jamais vous lasser de les regarder. Et donc, cette collection est une collection particulière de Patrick Claes que je souhaite mettre en valeur par quelques mots pour nos invités, parce que ce que Patrick fait pour le musée est absolument exceptionnel. Patrick, il est expert à créer des musées depuis peu. Il a passé sa vie professionnelle au Congo pour récolter des pièces, non pas pour spolier, puisque les pièces étaient destinées aux musées nationaux du Congo pour enrichir de nouvelles collections, puisque le Congo avait décidé de se munir d'une pratique muséale et d'artefacts de qualité. Et donc Patrick a arpenté, sillonné tout le bassin du Congo. Il y en a un autre qui a fait ça, c'est Charlie Hebdo, également pour les musées nationaux. Il a développé des relations avec la population congolaise, les villages, les chefs, comme jamais. Il a développé une expertise absolument fabuleuse sur l'art africain et il nous donne à connaître des pièces qu'il chérit et voilà, qui ne sont pas souvent vues par les publics, qui ne sont pas à la vente. C'est la collection particulière de Patrick et il va nous en dire un mot. Mais avant de te donner la parole, Patrick, je voudrais une fois de plus remercier, parce que quand je parlais du bébé qui fait ses dents, c'est lui. C'est lui le maître d'œuvre de ce musée. Il parvient, comme un calife suisse, à faire tout ce qu'il faut faire. C'est notre seul employé, notre seul cadre, notre seul salarié du musée, mais il anime des équipes qui sont très professionnelles, que ce soit pour le centre de documentation, les archives, la mise en valeur des pièces, la restauration des pièces, je pense à Cécile, et je pense à bien d'autres. Je vois Serge, qui est administrateur et qui a dessiné ces magnifiques vitrines que vous pouvez admirer, mis au point. Tout ça, c'est vraiment du très beau travail, mais je vous prendrai toute la soirée si je devais aller plus dans le détail. Donc François, merci, et j'aimerais que tu dises quand même un petit mot sur ces liens culturels que nous avons
que nous commençons à développer ici à Namur et ailleurs. Je t'en prie. Merci. Bienvenue à toutes et à tous. Et c'est vrai que je voulais dire un petit mot sur le fait qu'un musée, c'est absolument plus un conservatoire d'objets, même si c'est ça la première mission. C'est surtout un musée qui est ouvert, qui doit s'ouvrir sur le monde. C'est vrai pour tous les musées, mais plus encore pour le musée africain de Namur. C'est pour Namur l'occasion d'avoir une fenêtre ouverte sur le monde, sur un continent qui est beaucoup trop ignoré, si pas méprisé. Il y a vraiment besoin de s'ouvrir sur ce continent fabuleux sur tous les plans, culturels évidemment, mais on pourrait parler de tant d'autres. Et ce musée qui a vécu depuis longtemps n'avait pas énormément d'impact à Namur et pas forcément beaucoup de liens aussi avec les autres associations, notamment afrodescendantes. Et nous nous réjouissons d'avoir recréé un musée qu'on essaye de rendre dynamique à travers notamment des expositions comme celle-ci pour créer des contacts avec un spécialiste, avec une association. On va bientôt créer des cours, ça va bientôt se produire des cours de danse et des cours de chant choral africaine par des afrodescendants. Et donc, ça va être un ensemble d'activités qu'on va vous proposer. Suivez nos Facebook, nos Insta, notre site internet. Ça permet de voir tout ce que l'on essaye de créer avec le tissu socio-culturel de Namur et au-delà, puisque forcément, un musée tourné vers l'Afrique doit dépasser les frontières de la commune. Donc, quand j'ai rencontré, je ne sais plus comment, Patrick pour la première fois, oui, tu me permets, Françoise. C'est grâce à Françoise Flamand que voilà. nous avons Voilà, c'est Patrick. Françoise était une ancienne amie, une amie de longue date plutôt, hein, et on se retrouve et elle me met en rapport avec les gens qu'elle connaît de ses cours aux Beaux-Arts à Bruxelles, dont Patrick Classe, comme quoi les rencontres, c'est quand même déterminant dans la vie, n'est-ce pas? Ah ouais. Et donc c'est l'occasion, au gré de rencontres, de se dire « Ah, est-ce qu'on ne valoriserait pas tel ou tel élément ?» Essayer toujours de sortir un petit peu du cadre entendu. Donc il ne s'agit pas de faire une exposition qui a déjà été vue. Cette densité de masques, vous ne l'aurez jamais vue, vous ne la verrez pas de sitôt. Et ça permet donc justement de mettre un petit focus sur un peuple vraiment très intéressant. Et on va continuer comme ça avec des expositions. On essaie aussi de s'intéresser à d'autres médias. Ici, la sculpture, c'est un petit peu plus... Enfin, c'est assez courant. On va s'intéresser aux arts de l'écriture, de la musique. On va essayer de s'étendre davantage aussi sur l'Afrique de l'Ouest, sachant qu'il y a beaucoup d'afro-descendants namurois qui viennent de cette région du continent et qui ont aussi envie de pouvoir être valorisés dans la qualité de leur patrimoine. Voilà, je donne la parole à Patrick. Merci. Bon, je vais d'abord commencer par vous présenter mes civilités, comme on dit. Et donc, je remercie la présence des amateurs d'art premier. Comme vous savez, c'est le terme adopté aujourd'hui. Il y a eu les arts primitifs, il y a eu les arts traditionnels, l'art premier aujourd'hui. Bon, on commence à parler de l'art classique, mais enfin bon, l'art premier, tout le monde comprend de quoi il s'agit. Donc les amateurs d'art premier, les collectionneurs, les chercheurs, bien sûr, les africanistes, dont je leur souhaite une bienvenue au Musée africain de Namur dans cette expédition donc temporaire. Et alors, je vais bien sûr remercier le président de l'ESBL, Musée africain de Namur, MUSAF, c'est-à-dire Pascal de Pau, Musafrica exactement, pardon, Pascal de Pau, et bien sûr François Poncelet, le conservateur du musée, dont la vision et l'engagement ont guidé cette exposition. Parce que bien sûr, tout cela se fait en collaboration. Je présente des expositions, je leur demande ce qu'ils en pensent évidemment, et voilà, et on s'arrange pour les dates, etc. Donc il faut que ça soit ici aussi bien sûr en harmonie avec les buts du musée. Et voilà. Donc, je veux remercier évidemment également, il ne faut pas les oublier, l'ensemble des agents et bénévoles, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles dans ce musée qui ont guidé donc cette exposition, qui les ont aidés
à faire les fiches, à numéroter les objets. Donc c'est un travail impressionnant qu'ils ont rendu. Et donc voilà, il faut remercier leur dévouement qui ont permis de créer donc cet espace. Voilà. Alors je ne vais pas vous abreuver de termes trop techniques, surtout vous avez déjà eu de discours précédents. Mais en bref, vraiment, je pourrais toujours répondre à vos questions, des questions peut-être certainement plus précises. Donc les Lois, c'est une tribu qui n'est pas très connue, donc il ne faut pas confondre avec les Loulois. Parfois, à l'époque, il y avait des confusions entre les Loulois, qui est un peuple beaucoup plus important, beaucoup mieux connu. Donc c'est les Lois. Qu'on appelle dans certaines littératures Loilou. En tous les cas, le terme utilisé dans les villages, même dans les anciennes archives, c'est bien Loa. Et donc, c'est un groupe de Bantous, donc du Kasaï, exactement dans le Kasaï central. Je vais quand même le dire, puisque vous savez que la RDC actuelle a été divisée en plusieurs provinces. Donc la province du Kasaï occidental a été séparée, si je ne me trompe pas, en 3 provinces. Mais en tous les cas, il y a le Kasaï central, dont le chef-lieu, c'est Kananga, et pour beaucoup, l'ancien Luluabour. Et donc, Luisa, la capitale de ce territoire, c'est Luisa, où vous avez plusieurs tribus, se trouve à 220 km de Kananga, ex-Luluabour. Et donc, quand vous arrivez à Luisa, vous avez la tribu de Bassalampassou, beaucoup mieux connue également. Mais quand vous allez vers la frontière, vous tombez sur cette tribu assez méconnue qui s'appelle donc les Loa, et qui, d'après, je vais quand même citer quelques petits chiffres, d'après certains ethnologues, notamment Bonn et même Timmermans, ils avançaient donc un chiffre de 20 000 personnes. Mais d'après mes calculs personnels sur le terrain, en 1971 et 1972, c'est plutôt 60 à 65 000 habitants. Et donc, ils ont exclusivement, majoritairement, des masques de danse, en 4 catégories distinctes. Vous pouvez vous expliquer par après. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous voyez que ce sont des masques différents. Il y a 4 catégories bien distinctes. Et donc, ils sont utilisés donc, par la danse, après l'initiation, dans des danses, disons des festivités en général, mais c'est souvent après l'initiation. Et donc, comme on l'a expliqué, j'ai séjourné sur le terrain entre 1971 et 1972. Et j'ai découvert que la capitale de cette tribu, c'était bien Lumpongu dans le secteur de Kabelekese, et non Luambo, comme c'était dit par plusieurs ethnologues. Ce Luambo, au fond, c'est le grand centre commercial, c'est là où il y a la grande mission catholique. Mais le chef-lieu du territoire, c'est Lumpungu, donc, où se trouve le grand chef des Lois. Et donc, j'ai commencé donc à collecter une vingtaine de masques lois pour le compte des musées nationaux du Congo. Et donc, c'était intéressant parce que cette collecte donc, a constitué la première base de référence muséale pour ces objets dans les collections de l'IMNZ, dans les musées nationaux du Congo, qui venaient d'ouvrir ses portes. Et je leur ai fourni donc une vingtaine de ces masques. Et peu après, Rick Seysons, qui est peut-être connu par certains, qui est un grand chercheur au musée royal de Tervuren, et qui était aussi de ce côté-là à la même époque, va également fournir quelques exemplaires au même musée, donc après quelques temps. Donc. Et d'ailleurs, lui, il a joué un rôle très intéressant dans la documentation scientifique, l'analyse stylistique, etc., des Lois. Alors, l'intérêt, au fond, de cette exposition, surtout pour les peintres, vous verrez que c'est un art très, très, très cubiste. Et au fond, c'est pour arriver à dire que c'est l'Afrique qui transforme par le rituel. Donc l'Occident est représenté par la forme. Donc l'Occident mise par la forme, tandis que l'Afrique, c'est par le rituel. Et vous allez voir cette distinction déployée dans cette salle. Vous pourrez le constater vous-même. Et alors vous allez voir, je passe sur beaucoup de chapitres. Je vais parler du renversement de perspective, qui est souvent occulté.
Donc ce ne sont pas les masques loalois qui préfigurent le cubisme, mais c'est plutôt le cubisme qui découvre une antériorité conceptuelle. Donc, comme beaucoup l'ont dit pendant un moment, beaucoup d'œuvres d'art africaines, cubistes et autres, ont influencé directement les arts contemporains, notamment Picasso et Braque. Mais dans la réalité, vous verrez que c'est plutôt une rencontre de deux mondes différents, complètement différents même, puisque en Afrique, c'est le masque loalois qui transforme rituellement la réalité. Le danseur endosse une identité spirituelle, il devient l'intercesseur avec des forces cosmiques. Alors la géométrie épurée sert cette efficacité sacrée, dont la suppression des traits individuels pour créer une présence déshumanisée. Donc c'est l'usage rituel qui gouverne la forme. Tandis qu'en Occident, l'abstraction géométrique du visage devient une recherche formelle. Fragmentation et déconstruction de la figure humaine, dont la géométrie abstraite n'interroge plus la transformation spirituelle, mais la représentation elle-même. Comment fragmenter le corps, comment explorer la subjectivité, dont deux univers, au fond, qui ont produit les mêmes formes, mais pour des raisons inverses. Alors, je ne vais pas être trop long, je pourrais répondre à des questions, mais je vais vous parler quand même de Picasso. Vous avez seulement observé particulièrement comment Picasso a peint le repos en 1932, si je me trompe, et on l'a juxtaposé donc avec ces masques loalois, et on voit que le profil de Marie-Thérèse, qui est représenté dans ce tableau Le Repos, s'organise en zones franches et bordées, même vocabulaire plastique, même géométrie vectorielle que les masques loalois, mais pourtant, chez Picasso, ce sont l'intimité et l'abandon personnel qui guident cette abstraction. Tandis que pour le créateur loalois, et c'est là la différence, cette géométrie incarne une efficacité rituelle. Donc c'est une convergence plutôt qu'une influence, c'est une convergence, pas nécessairement une inspiration. Donc les deux traditions ont découvert que l'abstraction radicale du visage produisait une force. Mais cette force résonnait différemment dans chaque univers de sens. Et je vais terminer par dire ce que nous voulons que vous compreniez à travers cette exposition. C'est au fond un renversement de perspective qui est souvent occulté. D'où l'intérêt de cette collection de masques loalois. Donc ce ne sont pas les masques loalois qui préfigurent le cubisme. C'est le cubisme qui découvre une antériorité conceptuelle. Et donc la géométrie, l'abstraction, la réduction des traits à l'essentiel étaient déjà explorées en Afrique, mais au service du rituel et de la transformation spirituelle, non de la représentation formaliste. Donc la modernité, finalement, n'appartient pas à l'Occident. Elle est plurielle, non linéaire, décentrée, et elle n'est pas réductible à sa dimension formaliste. Et je vais terminer par dire que quand vous verrez ces masques dans les vitrines, rappelez-vous que vous ne contemplez pas des anticipations du cubisme, mais des objets qui incarnent une collision esthétique, le mot est un petit peu fort, une collision esthétique majeure du XXe siècle. Bon, pas seulement les masques loalois, mais les masques loalois, cette collection de masques loalois est un reflet par rapport à d'autres sculptures aussi intéressantes. Et donc, vous verrez donc comment deux univers visuels radicalement différents sont arrivés finalement aux mêmes formes. La géométrie radicale du visage, motivée par des univers dont de sens, je me répète, radicalement différents. Et donc cette reconnaissance fonde un cadre critique permanent contre l'ethnocentrisme. La sophistication formelle existe indépendamment du modernisme occidental. Donc c'est en reconnaissant cette altérité irréductible que commence enfin la reconnaissance, on pourrait dire enfin accordée, voir que la modernité était déjà là en Afrique, transformant le monde par la géométrie et le rituel. Et voilà, je vous souhaite bonne visite. J'ai passé plusieurs chapitres.
aurez l'occasion de vous rafraîchir dans la salle de palabre au premier. À votre guise, le bar sera ouvert dans 5-10 minutes. Mais enfin, ne vous précipitez pas. Vous avez tout le loisir de visiter. Et de poser des questions. De poser des questions à Patrick qui ne demande pas mieux d'y répondre. Si je peux. Si tu peux. L'exercice On n'a pas répondu à tout. de trouver les différences entre les différents masques. Patrick a identifié 4 types de masques différents. Donc ça, c'est peut-être un premier exercice. Vous avez un carnet d'explications qui se trouve sur la table à l'arrière. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez l'acheter au rez-de-chaussée, au Museum Shop. Et puis, évidemment, profiter de la présence de Patrick pour avoir des réponses. Oui. Profitez-en aussi. Ces masques sont de quelle époque? Je peux vous montrer, bon, tous sont différents, mais disons 1920 à 1950. Ils ont été créés à cette époque? Voilà, c'est ça. 1920 à 1950, trouvés. Oui, justement, et ça amène d'autres questions. Vous avez certains, bon là je vais peut-être aller plus loin, mais bon, vous avez certains masques que vous voyez ici dans les autres salles du musée, certains masques qui paraissent jeunes. Les gens diront, tiens, mais ils sont nouveaux ces masques. Non, ce sont des masques très très vieux qui peuvent dater des années 1900-1920, mais qui pour certains n'ont pas été du tout utilisés, n'ont pas été portés. Mais la sculpture est là, et au fond, donc, dans tout ce qui concerne l'art premier, l'important c'est la sculpture originale. Et vous avez énormément d'objets d'ailleurs dans les musées, notamment au musée de Tervuren, où quand vous les voyez dans les vitrines, ce masque a l'air nouveau, mais vous allez voir 1910-1920, il était acheté au moment de la création. Alors bien sûr, tout le monde préfère avoir un masque ancien, qui a été créé peut-être dans les années 1900-1920, ou un peu plus, mais qui a été utilisé, qui a dansé. Et c'est le cas, disons, ici, je pourrais dire de 100%. 100% des masques ici sont des masques qui ont été dansés, qui ont été utilisés dans les danses non traditionnelles lois. Dans l'ancienneté, ça veut dire plutôt à l'originalité de l'objet qu'à l'utilisation, évidemment, pour l'ancienneté. Parce qu'on connaît les sculptures qui ont existé à cette époque. Est-ce que ces masques avaient une valeur dès le départ pour les utilisateurs africains? Je ne sais pas si vous entendez. Ben, évidemment, ça avait une valeur. Ça avait une valeur pour les cérémonies, etc. Oui. En tant que tel. Oui, bien sûr. Et je vais vous donner par exemple, justement, c'est pour ça que j'ai voulu l'exposer. Ce n'est pas le meilleur des masques, mais il est très intéressant. Vous allez voir, ce masque a été, vous voyez les plaques, on ne voit pas très bien, c'est des plaques métalliques, des plaques en fer, qui ont été fixées pas pour une décoration, mais parce que le masque est abîmé. Le masque était abîmé et ils l'ont restauré. Donc ça voulait dire qu'ils aimaient bien ce masque. Donc ils auraient très bien pu, bon, à cette époque, jusqu'à aujourd'hui, le bois ne manque pas. C'est le bois Moulela, qui est un bois qui est bien connu au Kasaï. C'est ce bois-là qui est utilisé exclusivement pour les masques lois. Ils pouvaient très bien demander qu'on en refasse un autre. Ça ne va peut-être pas leur coûter très cher. Bon, souvent, ce n'est pas de l'argent, c'est une ou deux poules ou une chèvre, ça dépend de l'objet. Mais voilà, il a voulu garder son masque et il a préféré donc le restaurer pour dire qu'il était vraiment attaché à ce masque. Donc il y a une valeur sentimentale, évidemment, pour tout objet, pour les objets dedans. Et donc quand vous arrivez là-bas, vous dites j'achète le masque, on ne va pas vous les vendre tout de suite. Mais alors il peut arriver qu'ils ont 2 ou 3. Il peut arriver qu'ils en ont 1 ou 2 de réserve qui peuvent vous céder. Il y a des groupes de danse évidemment différents qui sont beaucoup mieux connus que d'autres et qui circulent de village en village au gré des cérémonies, rituels, etc. quoi. Donc encore une fois, ce n'est pas vraiment l'aspect extérieur qui dit que le masque est authentique et ancien, c'est surtout sa sculpture. Et c'est pour ça qu'il faut être expert pour pouvoir déterminer ce style, c'est un ancien style ou un style plus récent. Et dans les années 60-70, il y avait encore un chef coutumier bien connu qui s'appelle Biaboko, qui est cité dans beaucoup d'écrits. Et j'ai fait sa connaissance d'ailleurs en 1972. Il était toujours vivant et c'était en même temps un chef sculpteur. Parce que dans certaines tribus, vous avez des chefs sculpteurs. Et c'est le cas spécialement chez les Lois. Même le chef Lumbungu de Kabelekese est également un chef sculpteur. Et c'est lui qui, à l'époque, avait sculpté les 2 masques que vous voyez ici. Oui, ces 2 masques qui viennent du même sculpteur, qui était en même temps chef coutumier, que j'ai rencontré en 1972. Je crois qu'il avait
à peu près 75 ans à l'époque. Malheureusement, il est décédé suite à des problèmes tribaux. Et voilà donc. Mais c'est pas partout, c'est pas dans toutes les tribus du Congo où le chef est en même temps sculpteur, pas du tout. C'est spécialement chez les Lois. Je voulais encore vous donner un mot d'information. En fait, la collection de Patrick Glass est une trilogie. Nous avons eu les masques Pendé, malades. Nous avons les masques Lois. Excusez-moi, au fond, ce sont des masques de déformation. Oui. Bicolore. Oui, souvent bicolores, la majorité sont bicolores. Et donc, ce sont des masques, au fond, de transformation et qui représentent un épileptique. Mais en allant plus loin, c'est pour montrer la maladie qui peut arriver à tout le monde. Et donc, ça fait partie des masques de la série Mbouya, dont c'est l'éducation, disons, l'éducation morale après l'initiation. Il y a cette danse, ces festivités. Ça veut dire que vous avez été ensorcelé. Et donc, c'est pour dire, ben voilà, il ne faut pas se moquer de cette personne. Il est malade, c'est vrai, ça fait un peu rire, mais ce n'est pas de sa faute, il était ensorcelé. Bon, donc voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont préféré présenter ce genre d'objet. Je te laisse continuer. Ce que je veux vous informer, ce dont je veux vous informer, c'est qu'il y aura un troisième volet à cette collection, fin mai, juillet, août, septembre. Non, juin, juillet, août. Et ce troisième volet, c'est les masques et les costumes. Donc vous avez un exemplaire là-bas dans le coin. C'est aussi une collection absolument merveilleuse, où là vous avez l'ensemble, le masque et le costume. Et bien souvent, nos visiteurs africains, quand ils voient un masque, ils disent « on a coupé la tête ». Ah, mais tête coupée. Coupé la tête. C'est une tête coupée. Mais parce qu'il y a le costume qui doit suivre. Et vous aurez vraiment accès là à une très très belle collection à partir de vernissage 29 mai. C'est une collection qui est en préparation avec le musée Patrick. Et puis j'ajoute que ce sont des costumes de danse de la majorité des grandes tribus du Congo. Ça veut dire les Tchokwe, bon il y a un exemplaire là-bas. Les Tchokwe, les Pendé bien sûr, ce qu'on appelle les Minganzi, que notre ami Angelo connaît très bien, parce qu'il a circulé également de ce côté-là. Les Mingazi qui sont des masques qui dansent après l'initiation. Alors vous avez des danseurs, enfin représentation des costumes de danse Luba, Songé et d'autres tribus, Yaka, Soukou et j'en passe. Donc c'est pas seulement une tribu là. L'important c'est une série de collections. C'est une collection qui représente donc des costumes de danse dans leur état naturel. Ce qui est très difficile à trouver aujourd'hui, parce que la plupart des collectionneurs, des acheteurs qui recevaient ce genre de costumes, ben, ils enlevaient le costume, ils le jetaient à la poubelle et ils gardaient uniquement donc le masque. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de musées, je ne vais pas citer le musée de Tervuren, mais pourquoi pas. Puis c'est ceux-mêmes qui m'ont fait savoir qu'ils avaient au maximum 8 ou 9 costumes de danse. Donc j'étais assez surpris, parce que je pensais qu'ils en avaient quand même beaucoup plus que cela. Et moi personnellement, je vais en présenter une trentaine donc lors de cette exposition. J'en ai au total 42. Mais bon, vu l'espace, on ne peut pas en présenter plus qu'une trentaine. Et donc, ce sera pour montrer le masque, disons, dans son état naturel, si vous pouvez m'exprimer ainsi. Donc, voilà. Et en arrière-fond de cette magnifique collection, et je terminerai par là, vous pouvez admirer une collection de boucliers du musée. C'est une collection du musée. Chaque bouclier est différent. Regardez-les de près. Ça vaut vraiment la peine de voir ce travail qui est absolument fabuleux, magnifique, à observer. Voilà, moi j'en ai terminé. Passez une bonne soirée. À tout à l'heure.